Isabelle Weissman, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Lucie Dreyfus, La femme du capitaine, un livre paru aux éditions Textuelles en septembre dernier, un livre dans lequel vous dressez le portrait de Lucie Dreyfus, la femme d'Alfred Dreyfus, qui a joué un rôle fondamental mais largement méconnu dans la réhabilitation de son mari suite à l'affaire qui a secoué la France à l'aube du XXe siècle. Alors avant tout, quelle a été la genèse de ce livre et comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'affaire Dreyfus du point de vue de Lucie Dreyfus ? Alors bon, je portais en moi l'affaire Dreyfus depuis très longtemps. J'ai lu beaucoup sur l'affaire Dreyfus et j'avais envie, après avoir fait beaucoup d'enquêtes, des livres sociologiques et des livres de société basés sur des enquêtes, j'avais envie de faire une biographie. Et je me suis dit, pourquoi pas Lucie Dreyfus, étant donné que j'avais remarqué qu'on parlait d'elle, évidemment. Ses lettres, sa correspondance avait été publiée avec son mari lorsqu'il était donc sur l'île du Diable, mais il n'y avait jamais eu de livre qui se focalisait sur elle et qui mettait en évidence, qui mettait en lumière le rôle vital qu'elle a joué dans le dénouement de l'affaire et dans le fait qu'elle a maintenu son époux, Alfred Dreyfus, vraiment en état de survie pour lui permettre de tenir face à l'injustice évidemment qu'il subissait. C'était monumentale erreur judiciaire, doublée d'antisémitisme évidemment, sur fond d'antisémitisme, mais le fait qu'elle l'a tenu, mais vraiment ce que j'appelle en perfusion, grâce à toute la correspondance qu'elle lui envoyait. Donc je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de livre sur elle, des articles, des citations évidemment dans les livres qui étaient consacrés à l'affaire Dreyfus, et Dieu sait s'il y en a eu. Je pense que c'est l'événement qui a donné lieu à une des plus grandes historiographies, et bizarrement, aucun livre sur Lucie Dreyfus. Alors, pour écrire ce livre, vous avez donc mené une véritable enquête, très documentée. Quelles sont les principales sources, les ouvrages et les écrits qui vous ont guidé dans ce travail de recherche ? Alors, en fait, j'ai mené une véritable enquête journalistique. C'est-à-dire qu'il est évident que je ne voulais pas me contenter de répertorier, de cumuler tout ce que j'avais trouvé dans les livres, de faire une sorte de synthèse de tout ce que j'avais trouvé dans les livres. Je voulais travailler sur des sources inédites. Et c'est vrai que j'étais un petit peu désespérée, me disant que tout avait été exploré. Et finalement, non, tout n'avait pas été exploré, puisque j'ai trouvé, par déduction, j'avais remarqué qu'elle avait des amis en Suisse, protestants, parce que les protestants ont été des Dreyfusards de la première heure. Et donc j'ai eu l'idée de téléphoner à la bibliothèque de Genève, de me mettre en relation avec l'Observateur pour savoir s'ils avaient éventuellement des références, des sources concernant l'affaire Dreyfus. Et ils m'ont répondu, oui, nous avons des centaines de lettres que Lucie Dreyfus a envoyées à Hélène Naville, qui était donc la femme de Eugène Naville, qui était un couple donc qui avait été Dreyfusard dès le début. Et donc évidemment, j'ai foncé à Genève. Et là, effectivement, j'ai trouvé un véritable trésor de guerre, puisque ça m'a permis surtout de retracer. Ces lettres partent de 1898 jusqu'en 1934, la mort d'Hélène Naville. Lucie Dreyfus est morte en 1945, elle. Et donc, ça m'a permis de retracer, d'abord d'avoir une double lecture des événements. Ça, c'est très important, notamment le retour d'Alfred Dreyfus à Rennes pour son second procès, et de pouvoir faire une sorte d'évocation de sa vie après la réhabilitation, parce que théoriquement, l'affaire Dreyfus se termine en 1906, au moment de la réhabilitation, et après, il fallait bien, je faisais une biographie sur Lucie Dreyfus, il fallait bien que je nourrisse toute cette période de l'après-affaire. Et effectivement, grâce à toutes les lettres que j'ai eues de cette correspondance, et aussi accès à certaines lettres que m'a confiées la famille, j'ai pu retracer la trajectoire de Lucie Dreyfus dans l'entre-deux-guerres, où elle se livre à des actions de bienfaisance au comité de bienfaisance israélite, ce qui est très intéressant, parce qu'elle évoque encore une tranche d'histoire qui est l'accueil des réfugiés juifs allemands, notamment, et ensuite son exil, son départ en clandestinité dans la zone libre au moment en mai 40. Et ensuite, j'évoque le fait que ses petites filles ont été résistantes et le départ de sa petite fille Madeleine à Auschwitz. Voilà, dont elle va d'ailleurs mourir sans savoir ce qu'est devenue sa petite fille Madeleine.
Alors, à travers votre récit, dès l'arrestation d'Alfred Dreyfus et jusqu'à sa réhabilitation, et même après, Lucie apparaît comme une femme ayant une grande force de caractère, une héroïne du quotidien qui ne laissera jamais le moindre doute s'insinuer quant à l'innocence de son mari. Selon vous, dans quelle mesure est-ce que l'affaire a construit Lucie, l'a rendue plus forte et a peut-être révélé son caractère? Mais je pense que justement c'est l'affaire qui l'a révélé, qui a révélé une partie de son caractère, parce que quand l'affaire survient, elle a 25 ans. À peine 25 ans, elle a 2 jeunes enfants, elle était destinée, comme toutes les filles bourgeoises de cette époque, elle a été élevée pour être une épouse, pour être dans l'univers domestique maternel. Le champ d'honneur des femmes, c'était l'accouchement à cette époque. Le 19e est un siècle quand même extrêmement misogyne. Les femmes sont enfermées dans un véritable état de mineur. Donc je pense qu'effectivement l'affaire l'a révélée, mais elle avait déjà une structure psychique qui lui a permis d'affronter ça. Mais c'est ça qui est intéressant dans les biographies, c'est que le destin la percute, donc la fabrique, la cimente, la consolide dans des caractères qu'elle présentait déjà, et en même temps, elle va agir évidemment sur l'histoire, puisqu'elle va intervenir, elle va avoir un rôle vital dans le dénouement de l'affaire, puisqu'elle va soutenir véritablement son mari. Ma thèse, c'est qu'elle l'empêche de se suicider. Oui, parce que tout au long de son emprisonnement, puis de sa déportation à l'île du Diable, elle va entretenir avec lui une correspondance régulière et magnifique, une correspondance qui va être l'un des principaux fils qui reliera Alfred à la vie. Alors comment est-ce qu'elle va parvenir finalement à lui insuffler cette volonté de vivre par ses lettres? Alors lui aussi, il va révéler un caractère extraordinaire qu'on ne soupçonnait peut-être pas. C'était un être très cultivé, mais il a en lui cette capacité à résister. Alors comment elle va lui insuffler le désir de vivre? D'abord, elle lui dit très vite, quand il est incarcéré, elle lui dit je te demande de vivre, je te somme de vivre. Elle passe presque un pacte avec lui, avec Mathieu aussi, son frère, qui lui va mener l'enquête du point de vue politique, et elle va le tenir, elle va être, si vous voulez, cette part d'humanité dont on veut le dévêtir, le déposséder. Et elle va être ce lien permanent avec le monde, enfin avec elle en tout cas, malgré tous les obstacles que va dresser l'administration contre cette correspondance, qu'ils vont intercepter, qu'ils vont censurer, qu'ils vont recopier. Et elle va avoir une stratégie, moi ce que j'appelle une stratégie épistolaire. Elle va le narcissiser, elle va le valoriser, elle va entretenir en lui et auprès des enfants à qui elle fait croire que papa est en voyage. Pendant 5 ans, elle leur fera croire ça. Elle va entretenir l'image du père, l'image de l'amant, l'image du soldat. Elle va continuer, elle va vraiment le renarcissiser. Ça, c'est très très important. C'est une intelligence extraordinaire dont elle fait preuve pour le maintenir en vie. Et elle lui demande donc de vivre pour elle. Et il lui dit, j'ai fait pour toi le plus grand sacrifice qu'on puisse imaginer. À toi maintenant de mener l'enquête. C'est-à-dire qu'il fait reposer sur ses épaules une charge écrasante. Il ne se rend pas du tout compte des montagnes qu'il va leur falloir soulever à Paris avec son frère pour pouvoir aboutir. Bon, après, il y a les intellectuels qui vont s'en mêler, évidemment Zola, mais il ne se rend pas bien compte, lui, tellement il est maintenu dans une ignorance totale de ce qui se passe, puisqu'il n'a pas le droit, lui, de faire savoir ce qu'il subit à sa femme, et elle n'a pas le droit de lui faire savoir comment l'enquête avance. Si elle lui donne trop d'informations, les lettres sont interceptées. Et donc elle lui insuffle ce souffle dont on veut le priver, on veut le faire mourir, on veut l'enterrer vivant. Et elle arrive à le mettre en perfusion, en permanence. Elle lui donne elle le plonge dans le quotidien, elle lui donne des éléments de culture, parce que c'est un être qui a besoin de culture, elle le nourrit, elle le maintient en perfusion. Ce que j'appelle en perfusion relationnelle. Puis il est important de préciser que Lucie n'a rien d'une rebelle, c'est une femme plutôt conservatrice, et si elle va jouer un rôle non négligeable dans la réhabilitation de son mari, c'est plus dans la sphère intime que dans la sphère publique qu'elle pourra le jouer, car elle est une femme et qu'elle respecte tout à fait les rôles dévolus aux hommes et aux femmes. Quels vont être alors ses liens avec les figures féministes de l'époque ? Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va d'une certaine manière autoriser les femmes, enfin autoriser à son corps défendant, à entrer sur le champ politique, sur la scène politique, en impulsant
malgré elle, sa défense. Mais autour d'elle, c'est une défense des valeurs universelles que sont la justice, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et on va voir se déployer un élan de solidarité autour d'elle. Par exemple, des femmes vont signer des pétitions qui vont être publiées dans le journal féministe La Fronde. Et ça, le fait même d'apposer sa signature sur une pétition, à cette époque, c'est quelque chose d'absolument inédit et de très politique. C'est tout à fait nouveau. C'est une manière pour les femmes d'entrer en contrebande, de manière comme ça un peu détournée, sur la scène politique. Et alors elle n'est pas du tout, effectivement, n'est pas du tout féministe, c'est une femme d'officier, c'est une femme d'ordre, de devoir. Et elle va incarner la défense des valeurs universelles, mais qui vont s'arrêter à la sphère féminine. C'est-à-dire qu'elle ne revendique, elle ne revendique pas une modification de l'assignation des rôles. Ils sont ce qu'ils sont. Elle lutte évidemment pour le combat pour la vérité et la justice à travers son mari. Son mari, la défense de son mari dépasse leur propre personne. Hein. Ils vont incarner l'éthique républicaine, je dirais, d'une certaine manière. Mais jamais elle ne pense, elle n'a envie de discuter l'assignation des rôles. Ça, non. Et bizarrement, elle va donc être à l'origine quand même d'un élan féministe, parce que les femmes, de même que Jaurès en tant que socialiste, va se mettre à défendre Dreyfus, parce qu'il se rend compte qu'à travers Dreyfus, c'est plus un soldat ni un bourgeois, mais c'est pas quelqu'un il n'y a plus de caractère de classe dans ce combat, mais un caractère universel. De même, les femmes ne vont plus voir en Dreyfus un homme, mais un être humain dont la défense va aussi rejaillir sur les femmes. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que c'est un combat pour la vérité qui va dépasser les caractères de classe et les caractères de sexe.